Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur Kemet Télévision et comme je l'ai dit tantôt, c'est la deuxième semaine au cours de laquelle nous abordons la thématique sur cette nouvelle émission, Mpot Limal. C'est une émission qui est consacrée justement à la linguistique, entendée par l'étude scientifique du langage. La semaine dernière déjà, nous sommes encore sur les basiques que nous avons justement défini ce que c'est que la langue, le patois, le dialecte. Nous allons faire un bref récapitulatif, n'est-ce pas, pour mettre au même niveau tout cela des téléspectateurs qui, la semaine dernière, n'ont pas eu l'occasion de suivre cette nouvelle émission Mpot Limal qui passe tous les mardis entre 10h30 et 12h. Et la personne ressource qui va nous conduire aux destinées de cette émission est simplement l'anthropologue et linguiste Sango Malet, à qui j'ai dit Otep frère et bienvenue à la deuxième édition de Mpot Limal. Njiki wori 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 njiki wori wori chit. Njiki wori 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 njiki wori wori chit. Njiki maya onjap konjap henjap ngang de chit. Njiki mange chit. Otep Nyamsi, Otep à la hiérarchie. Traduction De Kemet TV, Otep aux millions de téléspectateurs. J'aimerais demander, enfin, j'aimerais que les ancêtres me pardonnent pour avoir chanté cette chanson que normalement on chante lorsqu'on on raconte des contes autour du feu dans la nuit. Parce qu'il faut savoir qu'en voûté, il y a des contes qui se racontent en journée et qui n'ont pas de chanson. Et d'autres qui se racontent et qui ont des chansons. Et il faudrait dire que ces contes relèvent du génie ancestral, du génie de la musicologie. Parce que je vais déjà vous dire que dans mes recherches, on s'est rendu compte que la chanson de notre grand chanteur Zanzibar, où il disait Otoromama c'était puisé d'un conte Ewondo. Ah, d'accord. Voilà, donc il y a nos langues, nos contes, nos proverbes sont une immense source et ressource pour les intellectuels de divers bords et de divers domaines. D'accord. Donc ici, c'est la chanson d'un conte que m'a raconté mon maître du voûté, ma langue paternelle. Il s'appelle Yakoura Valentin, à qui j'ai fait un coucou. Son pseudonyme, c'est Saint Yaval. Il me l'a raconté il y a 2 ans autour du feu, alors que nous grillions du maïs pendant les vacances. J'étais allé lui rendre visite dans le cadre d'un travail de recherche, la traduction de 1500 mots en voûté, des mots qui relèvent des domaines comme l'école, le transport, la communication. Nous avons traduit des mots compliqués qui n'existaient pas dans la langue, tels que fusée, aéroport, avion, tennis de table, beaucoup de mots, et avec la collaboration des riverains qui maîtrisent aussi la langue, nous sommes en sortis et nous sommes rendus compte que vraiment nos langues sont d'une richesse incommensurable, comme nous essayons toujours de le démontrer. Donc, je nous souhaite une très bonne émission. Il fallait toujours que je commence en langue parce que l'une des figures de proue des dirigeants africains, Nelson Mandela disait, si tu me parles en langue étrangère, tu touches mon cerveau. Et si tu me parles en langue maternelle, tu touches mon cœur. Voilà. Quand on sait que le cœur, c'est le centre qui donne l'impulsion au cerveau, qui n'exécute que les ordres du cœur. Parce que le cœur, en bas, ça, c'est ngem, mais le cerveau, c'est bonga. Or, bonga, c'est également le verbe faire à la forme impérative. C'est-à-dire faites, bonga. C'est pour dire qu'en réalité, les Blancs qui ont tant célébré le cerveau sont dans l'erreur. Parce que le cerveau, lui, n'est qu'un exécutant. Et c'est pourquoi Nelson Mandela disait, tu touches mon cœur quand tu parles en langue maternelle. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parlant d'ancêtres qui nous guident et nous accompagnent tout au long de cette nouvelle production. La semaine dernière, justement, nous avons planté le décor. Il faut dire que nous sommes encore au niveau des généralités. Nous ne sommes pas encore entrés sur le plan technique de la linguistique. C'est pourquoi le titre, vous allez voir acte 2, nous sommes encore sur les généralités, c'est-à-dire les définitions
n'est-ce pas, d'un ensemble de termes, d'un ensemble de mots. Et avant de te donner la parole, frère, pour faire le récapitulatif, je vais rappeler à tous ceux-là des téléspectateurs et de nos abonnés, n'est-ce pas, qui espèrent ou alors qui veulent bien nous donner un coup de main, n'est-ce pas, pour poursuivre le combat qui est le nôtre ici à Kemet Télévision, c'est-à-dire promouvoir les valeurs culturelles africaines. Cette chaîne de télévision qui n'est pas encore sur satellite, et nous nous battons, n'est-ce pas, comme nous pouvons pour que cette chaîne soit sur satellite. Et nous ne pouvons pas le faire seuls, n'est-ce pas, nous souhaitons véritablement que tous ces téléspectateurs et de nombreux abonnés apportent leur soutien, qu'il soit moral ou même qu'il soit financier, n'est-ce pas. Je vais demander justement à la régie pour l'occasion de présenter les différents canaux par lesquels, n'est-ce pas, vous pouvez facilement nous apporter, même si c'est un franc symbolique qui nous permettra plus tard de faire en sorte que votre chaîne de télévision Kemet TV soit regardée, soit vue, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la planète. Nous avons plein de frères Kamites, nous avons plein de frères afro-descendants, mais qui ne peuvent pas regarder l'émission en direct comme ceux qui le font en ce moment au Cameroun. C'est la raison pour laquelle, pour que cela soit facile, il faille bien que Kemet TV aille, n'est-ce pas, sur satellite. Et pour aller sur satellite, ça a un coût. C'est pourquoi nous demandons la magnanimité des téléspectateurs, de nombreux et milliers d'abonnés, n'est-ce pas, qui nous suivent au quotidien, d'apporter la modeste contribution, n'est-ce pas, justement, pour nous permettre d'aller sur satellite. Si vous me permettez, Franck Niamsi, de glisser un mot à ce sujet. Je préfère que tu me tutoies, frère. En Okay, Afrique, on si ne tu vous me voit permets, pas. Voilà. De glisser un mot à ce sujet. Vous savez, on est habitué à d'autres chaînes où il n'y a pas l'esprit africain. Je voudrais dire que en Afrique, c'est la communauté qui prime sur l'individu. Voilà. Et c'est pourquoi nos ancêtres ont toujours conçu le communautarisme. Ils ont toujours eu cette volonté d'être ensemble. C'est pourquoi ils ont conçu ce que les Bassa appellent le Yum, c'est-à-dire le travail collectif. Parce qu'on savait que c'est le Ubuntu, je suis parce que tu es. Et si je suis et tu es, nous sommes. Voyez-vous? Et donc le Yum, c'est cette manière de fonctionner qui voulait que, au lieu que moi seul je cultive mon champ, nous les hommes du village, aujourd'hui on vient chez moi, demain on vient chez toi, après demain on va chez X, chez Y et Z. Ça fait que ce que tu aurais dû faire seul est décuplé, c'est-à-dire multiplié par 10. Et ça multipliait les récoltes, ça fructifiait les récoltes. Et ça se passait à toutes les échelles de la société. Voyez-vous? Donc, ce bébé qui est né est le bébé de la communauté. Kemet TV est le bébé de la communauté. Et il faudrait dire que les Bassa disent que Dinunidi et di Korba, Ndiba Pouwe, Ndiba Ses Njok. Traduction: quand les oiseaux se mettent ensemble et s'envolent, aussi petits que soient ces oiseaux, le bruit de leur battement des ailes effraie l'éléphant. Effectivement. C'est pour dire quoi? Notre bébé est né, il y a des chaînes de télévision qui sont là dehors, qui ont déjà 50, 10, 20 ans. Alors, ils sont considérés comme des éléphants. Si on voudrait effrayer ces éléphants, il faudrait que nous nous mettions ensemble. Parce qu'une seule main ne peut pas attacher. Surtout avec la ligne éditoriale qui est la nôtre, la promotion des valeurs culturelles et spirituelles africaines. On ne peut pas faire autrement. Et il faudrait savoir que c'est une entreprise qui est jalonnée de beaucoup d'écueils. Savez-vous, lorsque vous déviez d'une certaine ligne éditoriale qui a été pensée par les mondialistes, vous ne pouvez pas être leur ami. Donc, si nous, la communauté, nous ne soutenons pas Kemet Télévision, eh bien, nous aurons plus à perdre qu'à gagner. Mais je sais que tout Kamit est imprégné de cette substance parce que dans toutes les langues africaines, il y a ce proverbe qui dit qu'une seule main n'attache pas le paquet. Dans toutes les langues africaines. Et donc, l'union fait la force. Et c'est dans cette solidarité-là dont on a besoin, n'est-ce pas, pour être fort ici à Kemet TV. Voilà, frère, nous allons entrer véritablement dans le vif du sujet. Pour ce qui est de la deuxième sortie de cette émission Podlimal, nous l'avons longuement expliqué en début d'émission la semaine dernière. Il est important de revenir sur ce qui a été dit, notamment la définition de certains thèmes et puis la définition de certains mots, notamment la langue même, ce à quoi elle renvoie, son origine, le patois, le dialecte, pour que nous ne fassions plus de confusion. Oui. Déjà, on a dit Podlimal, c'est un concept.
qui voulait dire la parole sacrée, la parole créatrice. Le pouvoir de la parole, mais également la parole du pouvoir, voyez-vous. On a convoqué John Austin, qui a écrit un célèbre ouvrage, How to Do Things with Words, qu'on a traduit en français par Quand dire c'est faire. Dedans, il donnait déjà les détails de ce à quoi c'est la langue et les différents niveaux d'impact que la langue peut avoir. Le dernier niveau, c'était la valeur perlocutoire, c'est-à-dire le fait que j'agisse sur un sujet en parlant. Je peux demander à quelqu'un de sortir ou de se taire. Si effectivement il se tait ou il sort, alors mon discours a eu un effet perlocutoire sur lui. Et c'est cette dernière dimension de la parole qui était l'objectif de la langue en Afrique. D'où le fait que dans beaucoup de langues, dans beaucoup de langues africaines, le mot pour langue est également le mot pour parole. On a dit en Bassa, la langue Bassa c'est Hop Bassa, mais la parole c'est aussi Hop. Agwe Hop, il a la parole. On a dit qu'en Ewondo c'était un Kobo Ewondo, veut dire la langue Ewondo. Mais quand on dit que Wakobo, tu parles, voyez-vous, donc même Medou n'était ses paroles. Medou, parole. Alors, lorsqu'on en est arrivé à définir les langues, on a dit que, contrairement aux Occidentaux qui pensent que la langue, ce n'est qu'un outil de communication entre les hommes, la langue en Afrique est d'abord la mémoire de l'univers, la bibliothèque de l'univers, qui consigne les mystères et les savoirs de l'univers. Ça veut dire que comprendre nos langues, c'est-à-dire lire les lignes et entre les lignes, et aller même dans ce qu'on appelle l'au-delà du texte, vous allez comprendre que les mystères de l'univers sont consignés dans nos langues. Et donc, est constitué donc ce voile qui recouvre ces mystères, qu'il faudrait comprendre afin de déceler les mystères de l'univers. On a pris beaucoup d'exemples. On a par exemple dit que la notion de fractal existe en Afrique, c'est-à-dire c'est la répétition d'un même modèle. La multiplication du même motif. Mais à des échelles différentes. Ça veut dire que tout ce qui diffère seulement, c'est quoi? C'est l'échelle. Mais il y a un même noyau qui se duplique de manière différente. Et on a pris l'exemple du Vouté qui pensait, ou alors qui appelait le clan, le grand ensemble Bang, mais la famille, le petit ensemble c'est Bang. On a pris l'exemple du Bassa qui appelle l'univers Mbok, c'est-à-dire le macrocosme. Il appelle la nature le mésocosme Mbok, mais il appelle aussi un endroit donné le microcosme Mbok. Vous voyez, Mbok, tu es de quel côté maintenant? Mbok. Maintenant, je suis Mbok, l'univers, donc c'est les fractales. On sait qu'il y a un atome primordial, il y a un échantillon primordial qui se multiplie et qui prend diverses formes et diverses proportions. C'est ça la notion de fractal. Il faut donc comprendre, parce qu'il y a des gens qui disent que les langues africaines sont pauvres parce qu'on utilise beaucoup langue dans la classe. Non, il faut entrer dans le pourquoi des choses pour savoir que c'est que l'univers aussi est pauvre. Puisque l'univers est fait d'un seul élément qui s'est multiplié. Effectivement, une seule source. Oh, vous célébrez la diversité de l'univers. Vous ne savez pas qu'il y a une seule essence qui a donné ça. Donc, c'est la même chose avec nos langues. Mais seulement, à mesure qu'on évolue, le même mot prend différents sens. D'accord. Et les langues européennes, d'ailleurs, le font dans ce qu'ils appellent le champ lexical. Et le champ sémantique, je voulais dire. Mais sauf que c'est différent parce que dans le champ sémantique, on veut juste montrer la diversité sémantique de mots, ce qu'on appelle la polysémie. Mais dans la dimension africaine, on veut restituer un protocole à travers lequel les choses sont arrivées, ont émergé. Ça veut dire qu'on dit qu'il y a un échantillon primordial qui s'est multiplié et la langue doit rendre compte de ça puisqu'elle est la bibliothèque de l'univers. Alors, on est arrivé à définir ce que c'est que le dialecte. On a dit que ce sont les différents parlers d'une langue. Les variantes d'une langue. On a dit par exemple que l'anglais était une langue pour une unité linguistique, pour satisfaire la nouvelle école de linguistique qui pense qu'on doit parler d'unité linguistique. Mais l'anglais a les dialectes, c'est-à-dire des manières de parler qui dépendent de l'espace et du temps. D'accord. On a dit l'anglais américain était un dialecte de l'anglais. Et on a dit, le dénominateur commun des dialectes, c'est l'intercompréhension.
Si une même langue a des manières différentes d'être parlée, j'ai pris l'exemple la dernière fois. En anglais britannique, lorsqu'on vous dit thank you, vous répondez don't mention. Mais en anglais américain, on dit you are welcome. Vous voyez que c'est deux parlers différents, mais c'est toujours l'anglais. En anglais américain, on parle de eraser pour parler de la gomme. Mais en anglais britannique, on parle de rubber. Vous voyez que là, c'est déjà différent. En anglais américain, lorsque tu suis N, il est sourd. Ça veut dire qu'il ne se prononce pas. Donc, winter veut dire l'hiver en anglais britannique, mais winter veut dire l'hiver en anglais américain. Parce que la règle de l'anglais américain dit que T après N ne se prononce pas. D'accord. Vous voyez que nous sommes dans l'anglais, mais ils se comprennent. Mais si on arrive à un niveau de différenciation qui est tel que on ne se comprend plus, alors chaque dialecte va s'autonomiser et devenir une langue à part entière. C'est ça. Et c'est ce qui a fait que le français naisse et l'italien naisse du latin en fait. Parce que tellement ça s'est diversifié, les différents dialectes n'ont plus le dominateur commun qui est l'intercompréhension. Le français est donc né, l'espagnol est né, parce que lorsqu'on va parler des familles des langues tout à l'heure, on va voir justement que les langues, la grande sous-famille des langues latines à l'espagnol, le portugais, le français, ainsi de suite. Alors, lorsqu'on a parlé du patois, on a dit que le patois, c'était une codification particulière que fait un groupe de la langue. C'était du nul n'entre ici, c'est géomètre. Si vous n'êtes pas vendeur de chemises à Mokolo, vous ne comprenez pas le langage. Si vous n'êtes pas vignereur, vous ne comprenez pas le langage. On a pris l'exemple du verlan qui est un patois du français. On a dit, le verlan, par exemple, c'est le langage des rappeurs français, dont le principal mode de formation des mots était la métathèse, c'est-à-dire l'inversion des syllabes, était un patois du français. Quand Zao disait c'est chelou, elle dit que c'est louche, lentement inverser les syllabes, louche, chelou. Lorsque Singela dit un petit kezou, c'est un petit zouk, sauf que là, il a ajouté un son épanthétique, qui est un phénomène linguistique pour satisfaire ce qu'on appelle le phonie, c'est-à-dire une succession de sons qui sont audibles et qui sont bien à lui, qui sont plaisants à lui. On peut aussi prendre l'exemple au Cameroun du franc-anglais, qui est un patois propre uniquement au Cameroun. Oui, le franc-anglais qui est un patois propre au Cameroun. On a dit que le patois, justement, c'était une caste de personnes, un groupe de personnes. Le critère, c'est l'âge, la fonction, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on voit le franc-anglais, ce ne sont que les jeunes qui parlent le franc-anglais. Et donc, c'est une incongruité d'appeler nos langues patois. Non, une langue ne peut pas être un patois. Une langue a des patois. Parce que forcément, il y a des gens qui vont coder la langue. Oui, puisque dans l'imagerie populaire, on entend toujours parler de « parle en patois ». Oui, parle ton patois. Tu parles quel patois? Et quelqu'un dit que je parle le lingala, je parle le romala, je parle le yemba. Non, le yemba, ce n'est pas un patois. Le yemba peut avoir des patois, même assurément des patois, parce que ce qui est sur une femme, moi je suis par exemple en train de créer le patois qui sera propre à mes enfants et moi, à mes deux langues, en voûte et en bassa. Je mélange mes métathèses, je crée à travers certains phénomènes linguistiques, je peux enlever un son d'un mot pour brouiller la compréhension, mais ce sera toujours en bassa et en voûté. Donc, le patois, ce n'est pas une langue. Une langue peut avoir des patois, mais le patois, ce n'est pas une langue. Vraiment, il faut qu'on arrête de dire. D'accord, frère. On est revenu largement également sur la langue maternelle. Oui, la langue maternelle. Nous avons dit que ce concept est fort. Maternelle, pourquoi? Parce que la langue est d'abord génétique. Et l'enfant a les gènes, plus les gènes de sa mère que de son père. Donc la maman transmet d'abord le génotype qui va lui donner une certaine disposition des cordes vocales avec certaines longueurs. Parce que là, on entre dans la phonétique acoustique, on mesure même les sons, voyez-vous. À mesure que la maman, pendant qu'elle est enceinte, parle, elle transmet ses cordes vocales, ses vibrations, ses teneurs en cordes vocales à l'enfant. De sorte que il est prédisposé à prononcer les sons que sa mère prononce. Et donc, d'où le fait qu'on parle de langue maternelle. Mais maintenant, langue maternelle se poursuit aussi dans la dimension phénotypique, parce que je dois parler de la dimension génotypique. Dans la dimension phénotypique, c'est les phénomènes, c'est déjà la réalité en elle-même.
le fait qu'elle parle à son bébé, qu'elle chante, qu'elle lui témoigne son amour, qu'elle le baisse en langue maternelle. C'est donc pourquoi on appelait langue maternelle, parce que c'est la langue qu'il entend en premier lieu. Donc c'est la première langue de socialisation. Voilà, et on a dit la langue seconde en était la deuxième. La langue étrangère, c'est celle qu'on apprend après la langue maternelle, la langue seconde. Enfin, la langue étrangère était celle qu'on apprend après les deux premières, c'est-à-dire la langue maternelle et la langue seconde. D'accord, vous êtes sur Kemet Télévision, madame, monsieur, chers téléspectateurs, et c'est votre émission Porte Limal qui vient de prendre son envol. Émission au cours de laquelle divers types, n'est-ce pas, de linguistique seront décortiqués dans cette émission, notamment la linguistique appliquée, la linguistique cognitive, la linguistique historique, la grammatologie, la cryptanalyse, la psycholinguistique, la linguistique anthropologique. Bref, nous sommes encore sur les généralités. À partir de la semaine prochaine, justement, nous allons entrer pleinement sur le plan technique parlant de linguistique. Bien, frère, voilà, nous allons poursuivre justement l'émission. Il y a des peuples, n'est-ce pas, qui veulent imposer une certaine hégémonie en termes de linguistique. D'où naît donc ce qu'on appelle la guerre des langues en linguistique. À quoi exactement la guerre des langues renvoie? Je vais prendre justement l'exemple de deux langues, notamment le français et l'anglais. La guerre des langues est le rapport conflictuel et même permanemment conflictogène entre deux langues qui cohabitent ou pas. Parce que ça peut être une volonté d'hégémonie internationale. Parce qu'on classe les langues. La langue la plus parlée, c'est le français. Bon, c'est l'anglais. Le deuxième, c'est le mandarin. On classe les langues. Je crois que le français est sixième. En fait, la langue la plus parlée, c'est le mandarin. Le mandarin en termes du nombre de locuteurs. Effectivement. En termes de valeur, c'est l'anglais. C'est l'anglais, effectivement. Voilà. Parce que l'anglais, c'est la langue économique, digitale, et ainsi de suite. Donc, en termes du nombre de locuteurs, c'est le mandarin. Mais en termes de valeur, parce que l'anglais est parlé sur tous les 5 continents, on met l'anglais. Donc, on est ici plus sur le nombre de locuteurs. Et c'est la langue du commerce, dont elle a une valeur. Effectivement. C'est plus sur la valeur que le nombre de locuteurs. Vous savez que si vous parlez l'anglais, vous êtes sûr de vous en sortir dans beaucoup de pays qui ont même leur langue maternelle. Dans la plupart des pays même. Même en Chine, qui a le mandarin. Si vous parlez en anglais, vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc, effectivement, c'est cela. La guerre des langues, c'est donc cela. Elle aboutit. Bon, avant même de dire c'est à quoi elle aboutit, on va dire que la guerre des langues, c'est le conflit permanent d'hégémonie entre deux langues. C'est le fait que deux langues entrent en conflit. Mais comment est-ce qu'elle entre en conflit? Elle entre en conflit, ou alors pourquoi est-ce qu'elle entre en conflit? Je vous l'ai dit. Elle entre en conflit parce que la langue croît et également la langue, c'est un facteur de business. Lorsqu'on va entrer dans la linguistique appliquée, on parlait de l'industrie de langue. Il faut savoir que le Cameroun paye les redevances linguistiques. J'allais justement poser la question, celle de savoir, donc même en économie, la langue a une importance capitale. Non, la langue a une importance capitale, savez-vous? Parce que lorsque j'allais arriver, la langue, le Cameroun paye des redevances linguistiques, par exemple. Et c'est grâce à l'affinité linguistique qu'on peut apporter tel ou tel soutien aussi. Il est important que tu reprennes ça, frère, que le Cameroun paye. Tout État qui parle la langue du colon paye des redevances linguistiques. Comment on paye des redevances audiovisuelles? C'est pas du jeu. Et il y a... Donc nous payons le fait que nous parlons la langue française. Nous payons parce qu'on parle la langue française. D'accord, c'était important de le savoir pour les téléspectateurs. Et non seulement ça, pour aller en Europe, on fait des tests de langue. Et on fait des cours de langue. Parce que selon le cadre européen commun de référence de langue, l'apprentissage de langue tient compte de 3 niveaux, donc chacun a 2. On a le niveau basique A1, A2, c'est le niveau de 8 ans. On a le niveau intermédiaire B1, B2, et tu ne peux aller que lorsque tu as B2. Donc tu fais le niveau A1, peut-être tu payes à 300 000, tu passes le test de A1, tu fais A2, tu passes le test de A2, tu payes encore peut-être 300 000, 200 000, bon prenons même 100 000. Tu fais encore le test B1, et tu fais le test B2, ça fait 400 000 seulement pour apprendre la langue. C'est exactement ce qui se passe aussi avec la langue allemande.
C'est-à-dire, à partir du B2, on suppose que tu peux déjà maîtriser cette langue. Justement. Donc, s'il arrivait que tu voyageais, ça sera facile pour toi, n'est-ce pas, de t'exprimer en allemand une fois là-bas. Ce serait facile, justement. Et qui fait ces cours de langue? Il y a le British Council, il y a le Centre régulier français, il y a l'Institut Goethe. L'Institut Goethe, effectivement. Vous voyez comment ils se font de l'argent. Ils vendent le matériel didactique, c'est-à-dire le livre d'apprentissage et les CD et tout cela. Donc, la langue, c'est toute une grosse économie. Juste une petite parenthèse et on ressort très vite. Y a-t-il une langue africaine qui est apprise dans les pays occidentaux? Bon, une langue africaine qui est apprise dans les pays occidentaux, pour les besoins de la recherche, oui, il faut savoir qu'il y a les spécialistes blancs en Ewondo. Ah bon? Je vous rappelle que les premiers à avoir codifié l'écriture de nos langues sont les blancs. Ils étudient cela pour ne pas être floués ou alors pour qu'on les abuse pas lorsqu'ils viennent en Afrique. Oui, les premiers, je vous rappelle que le Centre de littérature voûté, qui est l'organe qui a été le pionnier dans l'écriture du voûté, a été fondé et tenu de main de maître par les Américains. Donc tu es en train de dire, frère, que les Blancs nous apprennent nos langues? Non, déjà. Ce sont les Blancs qui nous ont appris nos langues les premiers. Enfin, l'écriture, c'est eux qui ont codifié cela en fait. C'est pas nous, mais il y a de plus en plus de recherches qui se font pour qu'on sorte, parce que les langues africaines utilisent les signes de l'API, l'alphabet phonétique international. Ce ne sont pas nos propres caractères à nous. Ce sont des caractères qui ont été proposés par les pionniers qui justement étaient les Blancs. Les premiers à avoir écrit la Bible en Douala, en Bassa, en Voûte et en Romala, ce sont les Blancs. Ah d'accord, je comprends mieux. Ça veut dire que Léondo que nous parlons aujourd'hui, quand on l'écrit, ça avait les caractères des Blancs. De l'alphabet. L'alphabet phonétique international. D'accord. Ils sont les Blancs qui ont trouvé ça comme ça là. Mais ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de langues qui étaient écrites. Des langues étaient écrites. Est-ce que vous savez que... Bien sûr, nous avons le BT en Côte d'Ivoire, nous avons le Bamoun. Le Choupamum, voilà, le Bamoun en fait le Choupamum. Le Choupamum, et voilà. Le Choupamum avait deux dimensions. Le Choumum, le Choumum, voilà. qui est la dimension parlée au palais royal, et le Choupamum, qui est la langue vulgaire. Il y avait des bandes dessinées en Choupamum. Moi, j'en ai des extraits. Les bandes dessinées en Choupamum. L'éducation se faisait en Choupamum, vulgairement appelé Bamoun en fait. Donc, il faut se le dire. Donc, quand eux, ils étudient les langues africaines, c'est pour en être des spécialistes. Vous savez qu'aujourd'hui, on a les spécialistes de l'Afrique en Europe. Effectivement. Jean, je ne sais pas, de La Fontaine, vous êtes spécialiste peut-être de l'armée camerounaise. Dites-nous que... Donc, c'est pourquoi ils étudient cela, en fait. Et ce n'est que restreint, c'est dans les universités, en fait. D'accord. Donc, pour sortir de cette parenthèse, ce n'est pas une incongruité que de voir un Africain noir être agrégé de langue française. Non, ce n'est pas une incongruité à condition que lui-même maîtrise d'abord sa langue. Très bien. Et il ne peut même maîtriser la langue de l'autre que s'il maîtrise la sienne. D'accord. Parce que moi, c'est par déduction que je comprends le français et certaines langues africaines. Parce qu'il faut savoir que qui peut le plus peut le moins. Les langues maternelles, les langues africaines peuvent le plus. Tous les systèmes de dénomination du blanc se retrouvent à nos langues. Mais notre système de dénomination ne se retrouve pas chez eux. Donc, qui peut le plus peut le moins. C'est un peu comme Motunde le disait. Lorsque vous rencontrez les acteurs de Hollywood, eux-mêmes vous disent que toute notre inspiration, on tient ça des histoires africaines, des mythes africains. Black Panther, et ainsi de suite. Tout ça, c'est en Afrique qu'ils prennent cela. Donc, nos langues sont la source. Alors, si j'insiste, il faut que j'insiste sur cette affaire de guerre des langues. La guerre des langues, donc, veut que deux langues se fassent un conflit. Et comment est-ce que ça se manifeste, par exemple, en France aujourd'hui? Vous savez, le français a colonisé l'Angleterre. Mais plus tard, c'était le hard power. C'est-à-dire, c'était la guerre lors de la bataille. On appelait ça la conquête normande de 1066, Norman Conquest. Pendant la bataille, je crois, de Hastings, quelque chose comme ça. Après cela, c'était le français qui était la langue administrative en Angleterre. Est-ce que vous savez que tout mot français en anglais aujourd'hui relève du langage soutenu? Si je dis I am en route, ça relève du langage soutenu. I am en route. I am en route, ça se dit. Et laissez-moi vous dire que c'est le langage soutenu. I am en route. Donc je suis en route. Oui, je suis en route. Au lieu de dire I'm on my way, si je dis I am en route, hein? I am not d'accord because you've not said le bon mot. Oui, non. Et c'est soutenu. Je dis que ça relève du langage soutenu, d'abord que les gens ne le savent même pas. C'est comme tous les mots latins en français relèvent du langage soutenu. Le casus belli, le modus vivendi, le modus operandi, tous les mots latins en français relèvent du langage soutenu. Alors. On va les déboucher manu militari. Voyez-vous?
C'est comme ça que tous les mots français en anglais relèvent du langage soutenu. There has been a coup d'État. We will have a tête-à-tête. I don't like your franc-parler. Je n'aime pas ton franc-parler. Il faut savoir cela. C'est à la limite amusant, hein? I am en route. Pourtant, ça relève. Alors, vous voyez, et plus tard, l'anglais a utilisé le soft power, c'est-à-dire le pouvoir de l'industrie, du commerce, pour coloniser la France. Et il faudrait savoir que on reproche même à Macron d'utiliser plus les anglicismes. C'est-à-dire, les mots comme par exemple, c'est d'ailleurs pourquoi en français, on est en train de traduire les anglicismes, c'est-à-dire les mots qu'on utilise en français, mais qui relèvent de la langue anglaise. D'accord. C'est pourquoi on a traduit week-end par fin de semaine. Aujourd'hui, de plus en plus, on ne dit plus je viens le week-end prochain, je viens en fin de semaine prochaine. On a traduit check-up par bilan de santé. On a traduit briefing par constabule. Et beaucoup d'autres mots comme ça qu'on a traduit. C'est donc ça la guerre des langues. Ça veut dire que chacun veut avoir son autonomie et chacun veut montrer qu'il est riche ou alors plus riche que l'autre et qu'il ne dépend pas de l'autre. Mais c'est pas seulement là. Mais au-delà de l'intérêt économique, y a-t-il un autre intérêt qui fasse en sorte qu'un peuple veuille imposer son hégémonie linguistique? Il y a l'intérêt social. Savez-vous, lorsque dans la société, c'est votre langue qu'on parle, vous pouvez simplement vous intégrer dans cette société. Si par exemple, moi, Bassa, je parle bien le Romala, mais est-ce que vous me sentez étranger en pays romalaphone? Non. Non. Il y a également l'intérêt stratégique. Mais si je parle votre langue et que vous faites un complot sur moi ici, j'entends ça, je quitte seulement, je pars. Parce que j'ai suivi. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes qui maîtrisent une autre langue, parfois, au premier abord, ne laissent pas ne fait pas savoir aux autres qu'ils maîtrisent cette langue. Parce que l'intérêt est également stratégique, sécuritaire. En fait, il y a plein d'intérêts. Mais les dialectes également peuvent se faire la guerre. Est-ce que vous savez que ceux qui font l'expérience, ceux qui ont les machines là, si vous tapez to apologize dans votre ordinateur, si vous mettez apologize avec SE, l'ordinateur va souligner et vous proposer apologize avec ZE, qui est la variante américaine. Ça alors? Faites l'expérience. C'est ça la guerre des langues. C'est-à-dire, l'américain en concevant l'ordinateur a mis l'anglais américain. Donc tu écris certains mots, si tu dis don't mention, il va souligner. Lui connaît you are welcome. Tu écris to apologize avec S, il te propose avec Z. Tu écris defense avec il faut que je sache. Il y a l'anglais britannique utilise le defense du français, la défense avec SE. L'anglais américain utilise avec CE. Donc, si vous mettez avec SE, il souligne, il vous propose defense avec CE. C'est ça la guerre des langues. Plus loin, nos langues africaines aussi se font la guerre. C'est un phénomène, en fait, c'est un phénomène naturel. Peut-être avant d'arriver aux guerres des langues africaines, puisque nous avons pris l'exemple du français et de l'anglais, à cette guerre de langues, si je le dis trivialement comme ça, y a-t-il eu un vainqueur entre l'anglais et le français, puisque tu nous fais savoir que l'anglais, la France a colonisé, alors le français a colonisé l'anglais à une certaine époque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? En réalité, je vous dis que l'Angleterre est sortie vainqueur parce qu'elle a utilisé la philosophie du tiers inclus. Savez-vous? Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas un organe qui chapeaute la langue anglaise comme l'Académie française? C'est l'Académie française qui est en partie responsable de la pauvreté du français. Oui, puisque chaque année, il y a des mots qu'on retire, il y a des nouveaux mots qu'on injecte. Qu'on refuse. Oui. Voyez-vous? Or, l'anglais fonctionne comme les langues africaines. Tant qu'on se comprend, il n'y a pas de problème. Vous voyez que l'anglais ne fait pas la démarche que le français est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire traduire tous les anglicismes. L'anglais n'a pas ce temps. L'anglais, c'est pourquoi l'anglais est tellement riche, parce qu'elle est dans le tiers inclus. Le français est dans le tiers exclu. Ah, d'accord. On refuse de dire les mots. On a mis tout un comité pour traduire tous les anglicismes en français. Qui s'appelle l'Académie. Oui, Académie. Aujourd'hui, de plus en plus, on ne dit plus Wi-Fi, on dit connexion sans fil. On ne dit plus hotspot, on dit point d'accès. Et c'est le français qui fait ça. Oh, vous évacuez la langue. Oh, la langue a une double dynamique. D'accord. Pourquoi ces mots ne peuvent pas rester dans la langue? Juste, en fait, c'est parce que
Ils ont peur de l'hégémonie anglaise. Donc moi je dirais que c'est l'anglais qui a gagné. Justement parce qu'elle fonctionne comme l'africain. Tant que c'est pas nocif, eh bien on fait avec. D'accord. Voyez-vous, donc dans cette guerre de langue, je peux dire que c'est l'anglais qui a gagné. Et vous voyez que l'anglais est plastique. Il y a une plasticité de l'anglais. Mais le français n'est pas plastique. D'accord. Avant de venir justement à la guerre des langues africaines, ce qui nous concerne, j'aimerais savoir s'il y a un thème technique pour dire la guerre des langues. En réalité, il n'y a pas trop de termes techniques. Parce que quand j'ai préparé cette émission, justement, il y a un mot qui est longuement revenu, diglossie. Justement, c'est ce que j'allais dire, qu'en réalité, il n'y a pas trop un mot pour guerre des langues, mais il y a un mot pour traduire cette conséquence. Ah, d'accord. La conséquence de la guerre des langues, c'est que c'est la diglossie, qui est la cohabitation de deux langues, dont l'une est établie comme officielle et langue majeure, et l'autre comme mineure. Mais qu'est-ce qui établit cela? C'est la fin du conflit. Comme toi et moi, on peut bagarrer un combat de boxe, et moi, on m'établit vainqueur. Voyez-vous? Donc la diglossie, c'est donc ça. C'est le fait que deux langues qui cohabitent, n'est-ce pas? Deux langues qui cohabitent, en réalité, se font la guerre. Et finalement, on établit une langue comme étant la langue vainqueur, ou alors la langue majeure, ou alors la langue officielle. Mais il y a un article que j'ai retrouvé sur le net, un article de Ranka Beljac, maître de conférence à l'université de Poitiers. Il a publié ça dans www.unesco.org. Il nous donne le processus qui conduit à la diglossie. Et je vais vous le lire. Il dit ceci. Parce que là, c'est un article qui est intitulé La diversité linguistique, un atout pour l'humanité. Il dit lorsqu'une culture est assimilée par une autre. Et vous savez que quand on parle de culture, on parle de langue. Bien sûr. Il dit la langue menacée subit un processus qui passe généralement par trois étapes. Dans un premier temps, les locuteurs subissent une très forte pression politique, sociale ou économique pour parler la langue dominante. Il dit ce phénomène peut venir d'en haut sous forme de mesures, d'incitation, de recommandations ou de lois ou bien de la base. Et vous savez qu'on a consacré le français et l'anglais comme langue officielle. C'est vrai que dans le même article, on dit que mais l'État doit aussi bagarrer pour sauver les langues maternelles. Mais on a déjà dit. Donc, officiellement, les langues sont le français et l'anglais. Et vous voyez qu'il a raison quand il le dit. Ça vient souvent d'en haut aussi. Mais il dit également de la base sous forme de mesures. Je voulais dire ou bien de la base par la pression du groupe ou en raison de la nécessité économique. La deuxième phase correspond à une période de bilinguisme émergent. C'est-à-dire, bon, je parlais ma langue maternelle, maintenant je vais à l'école, je dois parler le français. Le bilinguisme devient émergent, voyez-vous. Parce que on ne peut pas se détacher de notre langue maternelle, mais elle ne suffit pas, parce que quand on part à l'école, on nous impose une autre langue. D'où on est déjà un peu bilingue. Bilinguisme donc émergent. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce bilinguisme émergent? Il dit, on maîtrise de mieux en mieux la nouvelle langue, tout en étant toujours compétent dans l'ancienne. Puis souvent, très rapidement, le bilinguisme commence à s'estomper. Et l'ancienne langue cède le pas à la nouvelle. Cela débouche sur la troisième phase au cours de laquelle la jeune génération s'identifie de plus en plus à la nouvelle langue. Effectivement. L'ancienne ayant à ses yeux moins d'intérêt. Il y a des gens qui disent que à quoi va me servir ma langue maternelle? Bon sang. Donc pour lui, il parlait tellement bien français, il se demande, il dit souvent ça, que ma langue maternelle va me servir à quoi? Et c'est ce qui est expliqué ici. L'ancienne ayant à ses yeux moins d'intérêt. L'ancienne langue, les familles qui continuent à la parler voient le nombre de locuteurs diminuer. Effectivement. Le domaine d'usage se rétrécissant, cela aboutit à la création des dialectes familiaux. Voilà la diglossie. D'accord. La conséquence de la guerre des langues. Oui, la conséquence de la guerre, c'est la diglossie. Et la jeune génération s'identifie plus à la langue qui est arrivée. Et c'est ce qui arrive. La langue d'emprunt. 9 Africains sur 10 ne parlent pas la langue, mais ce sont des agrégés en français. Oui, effectivement, frère. Venons-en à ce qui nous concerne, c'est-à-dire nos langues. C'est vrai que nous ne sommes pas ici pour faire la promotion de la langue française et de la langue anglaise, mais il était important d'utiliser, n'est-ce pas, ces deux langues-là pour que nous retrouvons le chemin sur lequel nous sommes justement en train de... Est-ce qu'on peut parler également de diglossie concernant les langues africaines? Oui, on peut parler de diglossie. Vous savez, moi j'ai grandi dans un département qu'on appelle la Haute-Sanaga, qui a
la langue majeure, c'est le Bamvele. Mais je vous rassure que lorsqu'on allait à l'époque à la messe, les textes sacrés étaient lus en Ewondo. Et de plus en plus de gens s'en plaignent. Et le comité de langue Bamvele avec qui je suis en contact est actuellement en train de traduire la Bible en Bamvele. Une langue qu'on appelle communément le Nanga. Voyez-vous? Vous voyez comment le Wondo a dominé le Bamvele. Et même au marché, a dit tu peux parler le Bamvele ou le Wondo invariablement, ça ne gêne pas. Donc le Wondo est un peu dans la haute Sananga comme l'anglais est dans le monde entier. Voilà comment le Wondo a su imposer, mais c'est vrai que ce qui a contribué à ça, c'est l'église catholique. Parce que le missel est en Ewondo, les chants sont en Ewondo, la prêche est en Ewondo, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on envoie même un prêtre dans l'un de ces villages, on envoie quelqu'un qui parle l'Ewondo. Ça fait que les gens sont obligés même de chanter en Ewondo alors qu'ils ont leur langue. On a également le cas du Swahili. Mais il faudrait se dire que l'intention qui est derrière n'est pas la même que celle qui est chez les langues maternelles. Parce que c'est l'Union africaine elle-même qui a décidé que le Swahili soit sa langue. Et en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de dialectes. Voyez-vous? Il veut dire beaucoup de langues, excusez-moi. Il y a beaucoup de langues. Mais le Swahili est comme la langue véhiculaire, comme la lingua franca. C'est la diglossie, mais pas une diglossie violente. Voyez-vous? C'est un peu comme l'esclavage européen et la captivité africaine. C'est le même processus. L'esclavage européen déshumanisait l'esclave. Mais la captivité ne déshumanisait pas. Les Bassa pouvaient avoir un étonne pour captif. Et parce qu'il a des connaissances ancestrales, il fait partie de la noblesse Bassa. D'accord. On a vu beaucoup de cas comme ça. Ou lors des guerres, par exemple, lorsque on discutait des territoires, on prend quelqu'un d'une autre tribu et il devient même grand prêtre de cette contrée. Chez les Allogènes. Chez les Allogènes. On lui donne des terres, des femmes, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il y a eu même brassage de rites. Vous savez, il y a le Malandais chez les Bassa qui est un rite biti, mais il y a le Djimbako qui est un rite pygmée. Donc c'est la même chose. Si vous comprenez la différence que l'esclavage et la captivité en Afrique, vous comprendrez le phénomène de diglossie en Europe et en Afrique. C'est-à-dire, c'est nous qui disons, comme les 12 pionniers de l'UPC ont décidé à l'époque, bon, notre langue sera le Foufoudé, c'est-à-dire le Peul ou le Poula. Donc voilà, il faut comprendre cette notion. L'Africain n'est pas en guerre. Et c'est devenu une langue d'empire à cette époque-là. Oui, c'est devenu une langue d'empire à cette époque, voyez-vous. Donc voilà comment la diglossie s'établit. Contrairement justement à la diglossie européenne, en Afrique, lorsqu'on parle par exemple le Swahili, on parle aussi sa propre langue. Si vous allez dans le Grand Nord, on parle le Poula. Mais le Tupuri parle aussi sa langue, voyez-vous. Donc voilà comment ça se passe. Même en Nanga et Bobo. Donc le Poula ne phagocyte pas forcément le Tupuri. Il ne phagocyte même pas. Parce que la diglossie chez l'autre, c'est l'objectif. D'accord. Lorsque le blanc venait avec sa langue, son objectif c'était que nos langues disparaissent. D'où le fait qu'à l'époque, celui qui parlait sa langue, on lui accrochait une chaîne qui avait la tête du singe. Et si en fin de journée, c'est toi le dernier à avoir parlé ta langue, on te fouette parce que tu parles ta langue. Mais est-ce que c'est comme ça en Afrique? Non, tu parles ton Poula et ton Gemba, il n'y a pas de problème. Tu parles ton, je sais pas, Swahili et ton Bassa ou ton Lingala, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un appareil qui va te réprimander parce que tu n'as pas parlé le Swahili, tu as parlé ta langue maternelle. Non, il n'y en a pas. Voyez-vous, c'est ça la différence. D'accord. À quoi renvoie le terme archaïsme en linguistique? Parce que dans archaïsme, il y a le mot dérivé qui est archaïque. Peut-on avoir ou alors avons-nous des langues africaines qui sont archaïques ou qui peuvent être considérées comme archaïques? Ok, très bien. C'est une très bonne question. Le mot archaïsme se réfère simplement au langage, pas à la langue en elle-même. Ce sont les éléments de langue qui peuvent tomber dans l'obsolescence ou la désuétude. Voyez-vous, la langue a une double dynamique, interne et externe. À mesure qu'on avance, des nouveaux mots peuvent intégrer la langue. Et la jeune génération se reconnaît plus en ces nouveaux mots que dans ces anciens mots. Donc, tout un archaïsme, c'est un mot qui appartient à une langue, à la langue, mais qui n'est plus de l'usage moderne. Ah, d'accord. C'est souvent encore les anciens qui gardent cela parce qu'il y a une affaire d'époque, comme on dit en Bassa, Kikbot, Kikmam. Voyez-vous, en Bassa, l'après-midi, c'est déjà Mbous Kossé.
Mais le terme pour Mbous Corset, avant qu'on ne crée Mbous Corset, c'était Bouga Job. Ma génération, ils sont nombreux qui ne connaissent pas ça. Parce que dans le livre que j'ai écrit, Initiation en langue et à la culture Bassa, il y a une partie que j'ai consacrée au parti du jour en Bassa. Mais tout le monde qui achète Bouga Job veut dire quoi? Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas cela. Or, comment moi j'ai même connu ce mot? C'est en étudiant les mythes et en écoutant un chancre Bassa. C'est lui qui parlait par exemple de Bouga Job, qui est la partie située entre 13h et 17h. Mais il y a Manang Job, qui est la période située entre 10h et 12h. Lui, même certains vieux ne le connaissent même plus. Et dans ce cas de figure, il est mieux de garder quelle version? En réalité, c'est une affaire d'époque, voyez-vous. On ne peut pas... c'est ça qui relève du dynamisme de la langue, voyez-vous. Qui rend la langue vivante. Qui rend la langue vivante. Donc, chacun utilise le langage de son époque. Hein? En fait, il n'y a rien qui soit mieux parce que même ce qui est archaïque aujourd'hui, à l'époque, était néologisme, c'est-à-dire intégrer nouvellement la langue, voyez-vous. Mais les mots viennent, font le temps et s'en vont. Si vous partez dans les musées en Europe, il y a le français du XVIIe siècle qui est incompréhensible du français moderne, je vous assure. Il faut qu'on fasse encore une tradition intralinguistique. C'est-à-dire, il y a des gens qui parlent le français, mais qui connaissent les correspondances archaïques de certains mots actuels. Qui disent que non, quand tu lis tel mot dans tel texte, la correspondance actuelle, c'est tel mot. Voyez-vous. Donc, en fait, il n'y a pas quelque chose qui soit vraiment mieux. Mais il n'y a pas de risque quand même de disparition au fil des siècles. Non, il n'y a pas de risque parce que le mot qui disparaît est changé par un nouveau mot. Donc, la réalité qui est traduite est toujours là. Voyez-vous, par exemple, le voûté ancien appelait la veille le sexe de l'homme yang. Comme il appelait sur le fusil yang. Hein? Mais aujourd'hui, c'est le langage ancien. Ce n'est que les anciens qui ont appelé yang. Voyez-vous. C'est ça l'archaïsme. Et toutes les langues ont des archaïsmes. Parce que le génie humain crée de nouveaux mots. Ce qui, quand on le crée, ça fait d'abord de la synonymie. Ensuite, l'ancien disparaît au profit du nouveau mot ou alors des nouveaux mots pour traduire la même réalité. C'est ça qu'on appelle archaïsme en fait. Il n'y a pas de danger en fait. Ça n'affaiblit pas, ça ne diminue pas la langue. Au contraire, ça rend compte du dynamisme de la langue. La langue vit, elle évolue, elle est dynamique. Elle se déploie comme l'univers, elle est en expansion. D'accord. Est-ce que ces nouveaux mots-là, justement, vibrent au même degré que ces anciens mots? Bon. Au niveau de la vibration, puisque tu nous as fait la précision ici à la première édition, que justement les langues africaines ne sont pas vides. Elles sont chargées d'une certaine énergie. Maintenant, au fil du temps, est-ce que les nouveaux mots qui arrivent comportent le même degré de vibration, n'est-ce pas, que ces anciens mots que de plus en plus, n'est-ce pas, on laisse pas embrasser oui, les nouveaux? C'est une très bonne question. On parle en sémiologie de charges sémantiques ou alors de crème sémantique. Effectivement. Oui, en réalité, ça dépend de qui fait ce travail. Si quelqu'un s'assoit dans sa chambre et il se met à traduire des mots parce que il veut que sa langue, par exemple, fasse face aux défis actuels, il peut ne pas avoir cette charge sémantique parce que ça ne quitte pas du bas vers le haut, ça quitte du haut vers le bas. Donc on observe et on nomme. Voyez-vous. Lorsque dernièrement la communauté voûtée à laquelle j'appartiens a fait face au déficit de dénomination des jours de la semaine, bon, il y avait déjà des jours de la semaine, mais on trouvait que bon, le système de dénomination ne considérait pas parce qu'il y a plusieurs clans. Or, on nommait les jours selon les clans. Or, on a 7 jours de la semaine, mais il y a plusieurs clans. Bon, pourquoi vous lésez certains et vous considérez d'autres? J'ai fait partie de l'équipe qui a dénommé les jours de la semaine en voûté. Oui. Mais il a fallu que je présente ça devant toute une communauté. Pour validation. Pour validation, le comité des plus hautes autorités spirituelles, c'est-à-dire les chefs, c'était à Somatel Hôtel. Et c'était moi qui étais le principal exposant, justement, parce qu'il fallait lier les jours à la spiritualité. Parce que le temps est lié aux astres. C'est le soleil qui détermine la journée. Et c'est la lune qui détermine la nuit. C'est les types de lune qui déterminent les mois. Quand vous dites que dans tel mois, il vient dans 2 mois, c'est la lune. Ma benzine ngoni ba, ngoni la lune. Oui, troisième lune. Le mois, oui. On parlait de première lune, de deuxième lune, troisième lune. Voyez-vous donc, ce sont les astres qui déterminent le temps.
Et donc, il faut créer une symbiose entre les jours de la semaine et les astres qui déterminent le temps. Voilà, donc, et vous voyez que une fois qu'on a présenté, j'étais le porte-parole du comité, en fait, bon, normalement en tant que linguiste et anthropologue. Après cette présentation, les chefs ont validé. Ils ont vu le lien qu'il y avait entre les jours de la semaine et la spiritualité voûtée. D'accord. Voyez-vous? Donc, à ce moment-là, moi qui suis peut-être pas un initié, voyez-vous, j'ai soumis cela à la validation des initiés. Un initié en devenir. Ou alors en devenir, parce qu'il faut qu'ils recherchent cette vibration avec le cosmos. Effectivement. Parce que par exemple, je prends un seul exemple. J'ai nommé le mercredi Mvisou. Mvi veut dire soleil, parce que c'est le soleil qui gouverne la journée. Et sous, c'est la guerre. Mais pourquoi est-ce que je nomme mercredi Mvisou? Parce que Mercure, c'est la planète de la guerre, la planète rouge. On aussi parle de la guerre, qui est la planète dont les énergies servent à la guerre. Vous voyez donc le lien? Comme ça, donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et vice-versa. Et vice-versa. Et je vous rappelle que les chefs qui étaient là ce jour nous ont félicité en fait. Parce que c'est un travail d'équipe. Ils ont félicité, ils ont dit que non. Tel que tu le dis là maintenant, le voûté, on se reconnaît dans ces jours de la semaine. Et nous profitons aussi de cette occasion pour te féliciter en direct. Oh ben merci. Vous savez, tu veux aussi rendre hommage aux gens quand ils sont vivants. Effectivement. Donc, vous voyez, voilà un peu cela. Si vous faites cela, cette démarche, les initiés sont en collaboration avec la jeune génération. Parce que justement, dans la hiérarchie sociale chez les Bassa, c'est celui qui a encore la vivacité, qui est celui qu'on appelle Mangé Manguin. C'est lui qui bon à voir. Donc, s'il y a des linguistes, ils doivent collaborer avec les initiés pour qu'on crée toujours, pour qu'on ne sépare pas le microcosme du macrocosme. Il faut que les deux soient imbriqués. D'accord. Et voilà, frère, pour évacuer définitivement les généralités, puisque nous nous sommes dit qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons entrer véritablement sur le plan technique de la linguistique pour évacuer véritablement ces généralités. Nous allons très rapidement prendre une transition et juste derrière, nous allons voir ce que c'est que la linguistique fondamentale, peut-être pour finir avec cette émission. Nous prenons une transition et je vous retrouve juste derrière. Le plateau, vous êtes sur Kemet Télévision et c'est la deuxième production de votre émission Podlimal. C'est une émission qui est consacrée uniquement à la linguistique générale, entendue par l'étude scientifique du langage. Alors, frères, nous allons poursuivre pour évacuer avec les généralités, comme je l'ai dit avant la transition. C'est quoi la linguistique fondamentale? Avant de revenir sur la pauvreté ou pas d'une langue et les exemples des langues qui sont pauvres aujourd'hui. Alors, la linguistique fondamentale, c'est la linguistique que je pourrais dire qualitative et descriptive. D'accord. Et même aussi quantitative. C'est-à-dire, elle décrit les phénomènes. Elle dit que oui, il y a cette langue, par exemple, est ce qu'on peut dire stress time language, comme en anglais. C'est une langue qui dépend du stress. Le stress, c'est cette force qui accompagne la prononciation d'une syllabe et qui différencie même les mots. Parce qu'on dit export, l'exportation. Export, exporter. Vous voyez que export, c'est la première syllabe qui est prononcée avec force. C'est ça qui est, par exemple, le nom. Mais le même mot qu'on dit export, ça devient le verbe. Il y a un problème de consonance. Oh, c'est le même mot. C'est le même mot, justement. C'est un
mode de formation des mots qu'on appelle en anglais derivation. Ça existe aussi en bassa, en fait, dans toutes nos langues qui sont les langues à ton. Par exemple, c'est dit en bassa, ba, le ton descendant, ça veut dire cela. Ba, le ton bas, ça veut dire d'épaissir. Ba, ça veut dire être. Pour le même mot. Hein, voyez-vous, donc c'est ça qu'on appelle la dérivation. C'est aussi un procédé de formation des mots. On va en parler lorsqu'on va aborder la morphologie, notamment dans les processus de formation des mots dans les langues africaines. Donc justement, c'était pour dire que la linguistique descriptive, c'est ça. Elle constate les faits, elle juge leur valeur et elle les quantifie. Il y a par exemple tel nombre de mots dans la langue, et il y a 9 parties du discours, le nom, pronom, adverbe, ainsi de suite. Et c'est ça la description, c'est ça la linguistique fondamentale. Elle classe les mots ou alors les éléments langagiers, elle constate des faits et elle les décrit. D'accord. Et on s'arrête là, ça c'est pour les documents et la connaissance personnelle. Maintenant, la linguistique fondamentale a fait face donc à un problème. Quand on finit de décrire les langues, de les classer, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Dans une société capitaliste, eh bien, il fallait trouver de l'argent, d'où est née la linguistique appliquée. Ah, d'accord. Que d'autres appellent l'industrie des langues. Il faudrait donc, à partir des données de la linguistique fondamentale, créer des champs de compétences qui vont susciter des fonds. D'où la linguistique appliquée. C'est-à-dire la linguistique qui s'intéresse à un domaine particulier. Par exemple, comment enseigner les langues africaines dans notre système éducatif? Comment est-ce qu'on va enseigner? Est-ce qu'on va enseigner la langue séparée de la culture, ou alors on va enseigner en rapport avec la culture? D'où le fait que on parlait de l'enseignement du français, mais on parlait de l'enseignement des langues et cultures nationales. C'est comme ça que c'est. D'accord. Langue et culture nationale. Mais là-bas, on enseigne français ou anglais. Vous voyez que ce sont des linguistes appliqués qui ont réfléchi que, mais comment on peut faire pour enseigner la langue? Est-ce qu'on va les détacher de la culture? C'est pas possible, nous ne comprenons pas bien. Vous voyez que les exigences africaines veulent qu'on enseigne la langue en rapport avec la culture. De manière active. C'est vrai qu'en enseignant le français, on apprend la culture française, mais de manière passive. D'accord. Mais avec les langues africaines, c'est de manière vraiment active, d'où il y a des thèmes comme la dot, ainsi, parce que ce sont des éléments de langage et de la dot qu'on va étudier, par exemple. Vous voyez, c'est ça linguistique africaine appliquée. On va se dire, bon, il y a les troubles de langage, oui. Maintenant qu'on les a décrits, le aisément existe. Les gens qui confondent le Z en J, le J en Z, ils disent zir, ça c'est le zézément. Le chuintement existe, ceux qui confondent le J en Ch, je suis pas là. Hein? Il y a beaucoup de pathologies de langue comme ça. Il y a ceux qui confondent également I et U. Les autres partenaires par ça qui confondent le U en I, qui dit qui murmure, et ainsi de suite. Donc, voilà autant de pathologies de langage. On crée maintenant des corps de métier. Il y a des neurolinguistes que lorsque votre enfant a un trouble de langue, on peut avoir un neurolinguiste. Parce que il y a ce qu'on appelle, je crois que c'est le quoi de Corti là. D'accord, ça veut dire que ça se soigne? Non, ça se soigne. On peut te soumettre à certains exercices qui vont stimuler le langage en toi. Y compris le bégaiement? Y compris le bégaiement, le chuintement, tout cela. Ça dit, on peut même modifier, on peut te demander de faire des exercices qui vont modifier tes cordes vocales. D'accord. Et quand quelqu'un chante, il vocalise. C'est pour aiguiser ses cordes vocales. Donc, effectivement, on a des corps de métier qui naissent à partir des données. Un peu comme pour les journalistes. À chaque fois, quand on veut articuler, n'est-ce pas, il y a toujours un bic qu'on met dans la bouche et on prend un livre qu'on aime bien et on se met à le lire à haute voix pour articuler. Et même pour une bonne diction. Ça relève donc de la linguistique appliquée. D'accord. Ce sont les linguistes qui, ayant découvert certains problèmes, ou alors s'appuyant des données de la linguistique fondamentale, c'est comme une hiérarchie. C'est un peu comme l'archéologie est la mère, l'ethnographie est le bébé. Ensuite, on a l'ethnologie qui aboutit à l'anthropologie. D'accord. Parce que ce sont les données de l'ethnologie que l'anthropologie utilise. Effectivement. Maintenant, les données de l'ethnographie, l'ethnologie les utilise. L'ethnographie utilise les données de l'archéologie. Vous voyez que c'est une chaîne. On parle de la linguistique fondamentale pour la linguistique appliquée. Et il y a la sociolinguistique
que la définition n'a pas encore été trouvée de manière exacte. Donc, pas d'anthropolinguistique, linguistique, anthropologique, socio-linguistique, ethno-linguistique. En fait, c'est le même phénomène que des gens appellent différemment la socio-linguistique, l'anthropolinguistique, la linguistique anthropologie ou l'ethno-linguistique. C'est le même phénomène. C'est le rapport langue-société. D'accord. Comment est-ce qu'une société particulière utilise la langue? D'accord. C'est ça. Donc, voilà, par exemple, la linguistique appliquée crée des corps de métiers à partir des données de la linguistique fondamentale. D'accord, frère. Quand parle-t-on de langue pauvre? Et si cela existe, peut-on avoir l'exemple des langues pauvres? J'espère que la mienne n'en fait pas partie. Soyez déjà rassurés, toutes les langues africaines sont riches. Elles sont richissimes. Ah, je suis rassuré. Le Rome là aussi. Ouais, je dis toutes les langues africaines, voyez-vous, elles sont d'une richesse titanesque, éléphantuesque, j'allais même dire gargantuesque. Alors, une langue pauvre, déjà, il faudrait dire quand même que fondamentalement, une langue n'est pas pauvre. Les locuteurs de la langue peuvent être pauvres. Il peut y avoir une pauvreté. Pourquoi? La langue vous donne des possibilités et des combinaisons qui peuvent aboutir à la création de plusieurs mots. D'accord. Il y a des préfixes, puisqu'il y a des phénomènes de création de mots. Il y a des préfixes grâce auxquels on crée des mots. Des suffixes grâce auxquels on crée des mots. Et il y a la composition, il y a les mots valides, il y a la ferrée, il y a l'apocope. Il y a autant de procédés de formation des mots. L'apocope, par exemple, fait quoi? L'apocope enlève le dernier partie d'un mot. Amphi, pour amphithéâtre. D'accord. Voyez-vous? C'est ça qu'on appelle apocope. Oui, c'est ça qu'on appelle l'apocope en fait. La phéraise enlève la première partie. Bus, pour autobus. La composition fait quoi? La composition réunit deux mots. Par exemple, comme au plusieurs mots, deux plusieurs mots. Arc en ciel, porte manteau. Mais qu'est-ce qui vous empêche de créer ces mots? L'archiduchesse. Voilà. Il y avait les expressions riches comme Crésus. Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous en tant que locuteur de la langue, de faire ces combinaisons? Je prends un exemple. Il y a le suffixe en français qui veut dire celui qui fait l'action. Oui, E-U-R. Celui qui fait l'action de. Effectivement. Celui qui fait l'action de. Dormeur. Celui qui fait l'action de dormir. Mangeur. Celui qui fait l'action de. Pleureur, ainsi de suite. Mais ce suffixe, je veux dire, ce suffixe existe dans toutes les langues. Envoûté, c'est me. Quand tu entends me bancouri, me beurre, c'est le nom, par exemple, qu'on a donné au téléphone envoûté. Me beurre, me, c'est qui fait l'action de. Et beurre, qui est une déclinaison du verbe béni, qui veut dire appeler. Donc, ce qui fait l'action d'appeler me beurre. Or, avant, il n'existait pas vraiment ce mot dans la langue. Vous voyez que on a juste combiné la racine appelée et le suffixe. Bon, je veux dire, lui devient préfixe. Là, on va étudier la syntaxe des langues. Vous voyez, il y a des langues dans lesquelles le sujet vient avant le verbe. On parle de périphérie gauche. Mais d'autres langues, dans d'autres langues, le sujet vient après le verbe. On parle de périphérie droite. Donc, ce suffixe, en fait, son sens est contenant le préfixe me, envoûté. Vous voyez donc, Mendiaï, ce qui sert à dessiner. Vous voyez que qu'est-ce qui empêche donc au locuteur de faire ces combinaisons? Je vous rappelle que quand les voûtés parlent, ils disent que Guim a un téléphone mot. Va me prendre mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Téléphone veut dire appeler. Ce qui c'est appeler. Et tu as le mot appeler. Tu as aussi le préfixe qui a le sens de ce qui c'est à. Pourquoi tu ne combines pas? Pour enlever le mot français téléphone. Pour enlever le mot français téléphone, pourquoi tu ne combines pas? Effectivement. Bon, quand moi, je suis allé à Dong, chez mon professeur de voûté, je me suis rendu compte que les ancêtres ont traduit le mot avion par gaïtung. Gaï, qui est la forme déclinée de gur, qui veut dire l'oiseau, et tung, le fer. Le fer qui vole. Non, oui, voilà, justement, le fer qui vole. Ou alors l'oiseau qui vole. Ou l'oiseau qui vole. On peut dire le fer qui vole, c'est-à-dire la métonymie de la cause pour le fait.
Parce que la cause, c'est que c'est un oiseau et le fait, c'est qu'il vole. Donc, on peut dire le fait qu'il vole ou le fait en forme d'oiseau. Mais il n'y a pas le mot pour libellule, pour hélicoptère. Mais vous ne voyez pas la ressemblance entre l'hélicoptère et la libellule? Pourquoi ne pas nommer l'hélicoptère la libellule qui vole? En langue. En langue. Les anciens ont dit Gaïtoung, ils vont donner le chemin. Et la langue a rendu cela possible. Qu'est-ce qui vous empêche de dire, au lieu de dire que PM hélicoptère, regarde l'hélicoptère? Non, on a traduit cela par libellule qui vole. Voyez-vous? Et vous voyez justement le rapport toujours entre la nature et la langue. Qu'est-ce qui empêche? Je prends encore un exemple. En Bassa, le mot avion a 3 mots. Le premier mot c'est onde, qui vient de on. Ça se dit de 3 façons. Oui, de 3 façons. Onde, c'est-à-dire on, les nuages. De, ce qui va donc, ce qui va à travers les nuages. Et il y a l'Iboumli Nouni, le ventre de l'oiseau. Là, on n'est pas très loin de avion lui-même, qui veut dire appareil volant imitant l'oiseau naturel. Voyez-vous? Il y a Pouene. N veut dire ce qui sait à. Poué veut dire s'envoler. Hinoulim Poué. Ce qui sait à s'envoler. Vous voyez donc que, avant, il y a des gens qui disaient avion. Mais il a fallu que les locuteurs disent que, mais attends, comment est-ce que, pourquoi on ne peut pas expliquer avion? Encore que, il y a certains mots qu'on a trouvés dans nos langues que les ancêtres avaient traduits. Les tôles, les pointes, et beaucoup d'autres choses que ils avaient déjà traduit. Que fait la nouvelle génération africaine? Elle se vogue dans une paresse inédite. Elle dit que je m'en vais au marché, elle dit marketing. On trouve toujours l'occasion d'utiliser un mot français à la langue. On trouve l'occasion d'utiliser le mot français. Envoûté, le lieu de où se passe quelque chose, c'est ya. Ya. Et pour nommer par exemple l'entreprise ou la télé, si dans la télé on soude, on va dire ya melam, c'est-à-dire où on soude. Si c'est au marché, l'endroit où on va dire ya semi. Mais il y a des gens qui disent du marketing. Mais est-ce que c'est pas facile pour toi parce que tu es un anthropolinguiste, frère? Il faudrait déjà dire que moi je ne parle même pas bien ma langue voûtée. Mais si je fais, il y a autant de défauts. À plus forte des raisons, c'est qu'il la parle bien. Vous savez, lorsque je suis arrivé, lorsque j'ai quitté le village, ce n'était qu'avec la grand-mère que je parlais la langue, je la parlais bien. Mais j'ai connu ce qu'on appelle étiolement linguistique, c'est-à-dire mon niveau d'expression a chuté. Mais je suis celui qui parle le moins le voûté, mais qui suis en train de l'expliquer. Ça veut dire que ceux qui parlent même ça mieux que moi. Je vous ai dit que quand j'ai eu ce corpus de 1500 mots, mais si je parlais bien, je le ferais moi-même. Mais je suis allé vers ceux qui parlent. Donc, c'est pas parce que je suis anthropolinguiste. Au contraire, le chercheur va justement à la source. Et qui sont les personnes ressources? Moi, j'explique seulement ça, je rends compte de cela. Mais les qui me donnent les éléments, ce sont ces gens, ce sont ces locuteurs natifs. Vous voyez donc que ce n'est pas parce que je suis anthropolinguiste ou bien linguiste anthropologue que je dis non. Je dis parce qu'il y a cette paresse que les nouvelles générations ont. Pourquoi nos ancêtres ont traduit, ont nommé tout ce qu'ils voyaient? Mais le clou, un mot dans ma langue, tonnerre. Mais ce sont les ancêtres qui ont traduit ça. Pourquoi nous autres d'aujourd'hui, qui sommes les ancêtres des gens de demain, pourquoi on ne veut pas faire cela? D'accord, frère. L'exemple donc d'une langue pauvre. Bon, vous savez, en réalité, il y a plusieurs phénomènes qui confèrent la richesse et la pauvreté d'une langue. Il y a la plasticité. Et dans cette plasticité, le français est pauvre. Je vais maintenant les critères par critère. Dans la plasticité, le français est pauvre. Parce qu'il y a un organe qui régule, qui sanctionne. Et ce qui fait que la langue n'est pas dynamique comme les autres langues. C'est-à-dire, elle dépend d'un organe. D'un organe. Oui, elle dépend d'un organe. Qui s'appelle l'Académie française. L'Académie française. Qui est le Manitou. L'homme a tout fait. L'homme, entre guillemets, a tout fait. Elle décide de l'opportunité de X ou Y. La langue, à ce moment, n'est pas épanouie d'elle-même. Elle n'est pas épanouie. C'est comme si vous avez quelqu'un, vous avez un dictateur, en fait. Et un dictateur aveugle qui ne connaît pas, en fait. Pourtant, regardez la langue anglaise. Beaucoup de gens. Donc, ce genre de critères qu'on fait à une langue. Oui. Le caractère pauvre, voyez-vous. Et c'est pourquoi, vous allez me permettre, peut-être je n'ai pas encore
la légitimité académique, mais même si j'ai la légitimité pragmatique au regard des travaux que j'ai déjà faits, j'ai peut-être pas la légitimité académique pour critiquer les comités de langue qui existent, mais je vais le faire. D'accord. Parce que les comités de langue qui existent font le même travail de l'Académie française. Est-ce que vous savez que lorsque vous faites un travail en Bassa, vous devez vous rapprocher du comité de langue Bassa, qui lui doit valider. Parfois, et ce qui me gêne dans ces comités de langue, c'est que il n'y a pas les différentes spécialités dans ce comité de langue. Parce qu'il faudrait un chasseur qui vous dise comment est-ce que les mots de la chasse sont un peu formés et quelle est l'idée derrière la conception des mots de la chasse. Il faudrait que les pêcheurs... Donc, voilà comment ça fonctionne. Et justement, quand vous regardez que c'est les Mbombok qui ont créé les mots qui concernent le Mbok. Les pêcheurs ont créé les mots qui concernent la pêche, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais dans nos comités de langue, parce que tu es docteur en linguistique ou professeur en linguistique, tu as la légitimité d'en parler. Est-ce que tu es sûr que tu as la consonance qu'il faut? Exactement. Bon, tu peux même l'avoir, mais il y a d'autres qui n'en ont pas. Parce qu'il y a des linguistes, tu peux décrire une langue sans la parler. La preuve, il y a des blancs qui sont spécialisés de l'Ewondo, qui ne parlent pas toujours l'Ewondo. Parce qu'il y avait un blanc qui s'amusait. Et il y avait un blanc qui s'amusait chez le voûté, à dire qu'il comprend bien le voûté. Et quand il était là, on lui disait, il y a des défis qu'on lui lançait, on dit que bon, on va s'exprimer maintenant, c'est que tu ne comprennes. Les gens utilisaient les patois du voûté. Il y a un patois célèbre qu'on appelle le Metienkan. Ce Metienkan, c'est-à-dire, c'est un patois qui est formidable en fait. Et il diffère de village en village. C'est-à-dire, on peut parler d'une fille là en termes d'orange. On dit, cette orange-là, est-ce qu'elle a, tu es là, on parle de toi. Et c'est échappé justement au blanc. C'est échappé au blanc, effectivement. Vous voyez donc c'est un peu cela en fait. Alors, lorsqu'on parle maintenant sur le plan de la périphérie gauche, parce que selon Soutet, qui est un linguiste français, dans Syntaxe du français à la page 7, il définit la phrase comme le lieu d'une prédilection. Or, d'une prédication, autant pour moi, dans prédication, on a prédicare, qui veut dire l'information. Sauf que cette information a le thème, c'est-à-dire tout ce qui vient avant le verbe, c'est-à-dire le syntagme nominal ou le sujet. Et maintenant, on a le rem à partir du verbe. Qu'est-ce qui confère donc à une langue sa richesse? L'un des critères, c'est le dynamisme de la périphérie gauche. D'accord. C'est-à-dire le très grand nombre de mots qui peuvent constituer le syntagme nominal. La fille aux yeux rouges de la dernière fois, vêtue en rouge, peut-être croisée au bas après la danse qui a consacré, c'est pas quoi, est venue me rendre vite, je dis. Vous voyez, tout ce qui entre avant est venu me rendre vite, je dis, quelle est l'information principale. C'est ça qu'on appelle la périphérie gauche. D'accord, on est passé par plusieurs mots pour dire l'élément fondamental. Effectivement, essentiel. on a retardé la phrase. C'est ce qui a donné naissance en français aux différents types de phrases, les phrases scalènes, les phrases à la traîne, les phrases couperet. Et ça fait vivre une langue. Oui, ça fait vivre une langue. Voyez-vous. Ce garçon que vous voyez a cette péché, ou alors a cette comme une faute, mais il mérite votre pardon. Là, on est maintenant dans le plan mélodique. Alors qu'il pouvait tout simplement dire, ce garçon mérite d'être pardonné. D'être pardonné, vous voyez. Donc, ce dynamisme de la périphérie gauche ou également de la périphérie droite confère à une langue la richesse. Et lorsque vous voyez nos langues africaines, la périphérie gauche est d'une richesse incommensurable. Autant que la périphérie droite. D'accord. Autant que la périphérie droite. Voyez-vous. Alors, lorsqu'on va plus loin, on va donc voir maintenant le système de dénomination. Est-ce qu'il est motivé ou arbitraire? Dans la plupart des langues européennes, le système de dénomination est arbitraire. Ça veut dire que le mot table n'a aucun lien naturel avec table lui-même. On peut d'ailleurs appeler table, chaise, rien ne change. Ce qui va changer, c'est que toi qui connais le mot table, tu le connais. Mais si quelqu'un ne connaît pas la table, tu vas appeler chaise, il va accepter volontiers. Il va accepter volontiers, voyez-vous. La motivation dans la dénomination vient du fait qu'on peut ajouter un suffixe. Là, ça devient motivé, voyez-vous. Par exemple, action veut dire le processus de.
La scolarisation, c'est le processus de scolariser. Voyez-vous, c'est là que ça devient motivé. Mais si on enlève les suffixes, il n'y a pas de motivation. Dans les langues africaines, il y a d'abord le système arbitraire qui est mineur. C'est pourquoi je vous ai dit que nos langues peuvent le plus. Ensuite, on a le système motivé qui ne dépend pas des suffixes ou des, je veux dire, des affixes. Dans affixes, on a suffixe, infixe et préfixe. Effectivement, oui. Parce que quand on dit nye, ça veut dire pondre. Quand on dit maintenant nyang, ça veut dire la mère. Parce que c'est la mère qui donne la vie. Parce que pondre veut dire donner la vie. On n'est pas dans la préfixation, la suffixation. Mais si vous dites lignang, la parenté, là on est maintenant dans la préfixation. On a ajouté le préfixe li. Voyez-vous? Voyez que notre dimension de motivation est encore intrinsèque au mot. Ce n'est pas lié à des ajouts externes. Quand vous voyez yek, ça veut dire lycée. Quand tu entends yik, c'est la veuve. Ça veut dire c'est la femme que quelqu'un qui est décédé a laissé à la famille. Parce qu'on dit moura a un cousin singi ambassa. Ça veut dire que la femme, c'est la femme de la famille. C'est des mots directs. C'est des mots directs. On n'a pas ajouté un préfixe pour qu'il soit motivé. Parce que qu'est-ce qui fait la motivation? C'est le fait que le suffixe a déjà lui-même un sens. Quand on l'ajoute à quelque chose qui a un sens, ça devient motivé. Pourtant, dans yek, yik, il n'y a pas d'affixation. Vous voyez donc le degré de motivation de nos langues. Et on voit aussi cela à travers le rapport avec le cosmos. Ça, j'en ai parlé dernièrement. Nyandom qui veut dire oncle maternel. Chez les Iwondom, on va dire Essangal. Ça dit tante paternelle. Essang, père, ngal, femelle. Donc on dit que la tante paternelle, c'est le père dans une dimension féminine. Donc c'est une même énergie androgyne. La partie gauche, qui est féminin, a donné la tante paternelle. La partie droite a donné le père. Vous voyez donc que là, on est même dans ce qu'on appelle... Bon, je ne veux pas la dévoiler. C'est une théorie que je suis en train de concevoir pour le moment. Je ne veux pas encore la dévoiler. Donc, c'est un système de dénomination, en fait, qui intègre la spiritualité. De sorte que tu appelles la tante paternelle, tante maternelle, ça ne donne pas. Il y a une corrélation parce que la corrélation vient d'en haut. Sauf si tu vas changer le fait que l'énergie est androgyne et la partie gauche donne la femme et la partie droite donne l'homme. Mais si tu ne peux pas changer ça dans le cosmos, tu ne vas pas changer le mot. Et c'est différent des langues justement occidentales qui ne sont que des caractères à travers lesquels on forme des phrases ou dit des mots. Mais justement, on parlait de mots, et dire que le mot c'est une succession de lettres. Donc c'est une affaire de lettres. En réalité, on peut me dire père, mère, rien ne va changer. Il n'y a aucun lien entre le cosmos et père. Il n'y a rien. Mais vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas appeler la femme ambassade un sang. La femme ne bagarre pas. D'ailleurs, lors des guerres en Afrique, quand les femmes passaient, on s'arrêtait. On les laissait passer. Parce que c'est nous les hommes qui avons la testostérone, le monde de l'agressivité. Le soleil. Oui, le soleil. Qui est un conquérant. Donc, vous ne pouvez pas. Si vous appelez la mère un sang, vous avez tout fauché. Parce que la femme ne bagarre pas. Si vous appelez l'homme nyang, vous avez tout fauché. L'homme ne nie pas, il ne pond pas, il ne donne pas la vie. Il n'a pas lui là le spermatozoïde qui a en forme de flèche. C'est la virilité. Vous voyez donc, voilà autant. Donc les langues, si maintenant on fait un ratio, il y a certaines langues quand même en Europe qui sont assez riches, qui avoisinent les langues africaines, qui ne sont pas autant riches que les langues africaines, parce que tous les critères que j'ai donnés ici correspondent aux langues africaines. Pourtant, en Europe, un critère correspond à telle langue, l'autre correspond à telle langue. L'anglais, quand même, est une langue quand même qui est quand même d'un dynamisme qui... Elle est dynamique, elle est vivante. Elle est vivante. Parce que le système de dénomination, par exemple, par prosodie, a dit changement, on est là dans la phonologie suprasegmentale, ça a dit les tons et tout, et tout. Vous avez vu comment vous avez dit ici, export, le même mot. Lorsque tu changes le stress, ça donne deux classes de mots différentes. Comme le bassa. Et il y a des gens qui disent que le bassa est pauvre parce qu'on utilise les mêmes mots. Donc il ne sait pas que quand le ton change, le mot a changé. Parce que lui croit que bas et bas c'est la même chose. Il ne sait pas que le mot a trois dimensions. Le signifiant qui est la dimension physique, c'est-à-dire les lettres qui le constituent, et l'accent tonique. Justement l'intonation. C'est ça qui fait la différence entre les mots.
Donc si le signifiant peut être l'ensemble des mots, mais également quoi? L'accent. D'accord. C'est ça qui diffère les mots entre eux. Mais le sens aussi diffère les mots. D'où le fait que louer et louer, c'est pas la même chose. Louer, payer une maison pour y rester pour quelque temps. Et louer, c'est-à-dire avoir un langage laudatif envers quelqu'un. Vis-à-vis d'une entité. Une entité, parce que là, le sens se les sépare. D'accord. Donc ce n'est pas le même mot. Ah, frère, nous sommes arrivés au terme de cette deuxième production. Ça a été un régal une fois de plus. Oui, ça a été un régal. Vous savez, quand on est à Kemet TV, c'est toujours un régal. Hein? Et il faut toujours se connecter sur Kemet TV parce que c'est la fréquence qui vous connecte aux réalités ancestrales. Le seul chemin pour la renaissance africaine et l'épanouissement total de l'homme. Infiniment merci. Il faut également dire que tu es en train de planter le décor relativement à cette nouvelle émission et qu'il y aura plusieurs personnes ressources qui viendront, n'est-ce pas, avec des spécialités linguistiques. Notamment, on aura le lingala, on aura le swahili, on aura le mandara, on aura le fon, on aura le pula, n'est-ce pas? Ils défileront dans cette émission. Oui, en fait, nous sommes encore là dans la conception. Et maintenant, nous l'avons dit, chacun va rendre compte de la part des sciences et de la part du corps d'Osiris qui est inscrit dans sa langue, parce que c'est toutes les langues africaines qui forment Osiris en lui-même. Mais chaque langue n'est qu'une partie du corps d'Osiris. Or, s'il faut reconstituer le tout, il faut composer avec ces différentes langues africaines. Merci également vous, chers téléspectateurs et nombreux abonnés qui nous avez suivis. Le rendez-vous est pris demain pour une autre édition. Cette fois, c'est un face-à-face explosif entre le cheikh Ali Sanga, imam prédicateur, et l'historien des religions, Kemwe Kamga. La thématique sera tout simplement Prophète Mohammed, personnage historique ou légendaire. Ne ratez pas le rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h30. Restez en compagnie des programmes de Kemet Télévision qui se poursuivent. Et à demain. Salut.